Ils ont l'air quoi, tu sais? L'air de dire: «Oh, oh, oh, tu as trop pris gros». Bref, c'est incroyable. Ouais, tu la ref. Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Oh oui, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trek Analyse. Analysons la série animée de Star Trek. Je te vois sourire en coin, Thierry. Tu te pré-moques de moi, ça va? Oui, j'ai cru que tu allais se foirer parce que tu as une petite hésitation, mais non, finalement. J'ai- Voilà. En fait, j'ai une petite hésitation parce qu'il y a une petite voix derrière moi qui parle et qui m'a un peu déconcentré au moment de dire certains mots-clés. Salut, Non, non. Sean. Comment vas-tu? Salut, ça va très bien. Il se pré-moque de toi, j'aime beaucoup ça. C'est ça. Il était préparé. Et ce soir, Marguerite n'est pas avec nous. Elle est souffrante. Nous t'embrassons, Marguerite. Bon courage. Mais j'ai quand même voulu continuer l'enregistrement parce que j'avais déjà fait décaler cet enregistrement et le redécaler aurait fait trop décaler. Donc bon, tant pis. Nous allons parler de l'avant-dernier épisode de la saison 2, mais aussi l'avant-dernier de la série tout court animée Star Trek. Nous allons parler ce soir de l'épisode Oh Sharper Than a Serpent's Tooth. Putain, j'ai trop bien prononcé. Je me suis même pas entraîné. Qui veut dire en français, Sean? Il y a une traduction littérale, j'imagine, mais je sais, j'ai pas cherché pour le coup si la traduction, on va dire littéraire de ça. Tu dirais quoi comme nom? Je saurais même pas comment le. Mais comme nom d'épisode, j'en ai aucune idée. Alors la traduction, on pourrait le. Voilà, le nom français de l'épisode est le retour de Kökelan. Pas Kökelkan, Kökelan. Ah ouais? Et oui. Est-ce que c'est le nom français? Est-ce que c'est pas Netflix qui a encore fait des conneries? Parce que sur Memory Alpha, c'est bien marqué Kukulkan. Eh bien, sur Memory Alpha, c'est des tocards. Parce que c'est bien le nom français. Salut à Philoust et à Imzadi, ils vont être contents d'entendre ça. Philoust, Imzadi, si vous m'entendez, Non, je déconne. On vous embrasse parce que bravo pour le boulot que vous avez fait, c'est fou furieux. Non, c'est bien officiellement Kökelan. Et j'ai regardé sur plusieurs autres sites. Enfin voilà, le référencement est bien Kökelan. Attends, ça me perturbe, je vais voir sur mon coffret DVD. Mais oui, en français, Kökelkan se prononce bien et s'écrit bien Kökelkan et se prononce comme le font les Américains ou les natifs américains, je ne sais pas. Bref, petite surprise du soir. Est-ce qu'ils ont corrigé? Le temps que Thierry regarde... Sinon, je veux dire, littéralement, ça se traduit aussi épais que la dent de serpent. Aussi aiguisé, non, plutôt? Aussi, ouais, aussi aiguisé. Affûté. Qu'est-ce qu'il y a, Thierry? Pourquoi il est anglais, ton coffret DVD est anglais, c'est ça? Je suis trop bête. Oui, c'est un coffret DVD anglais, donc j'aurais pas la traduction. J'ai eu le problème avec une fois, je l'ai pas mentionné ça pendant nos enregistrements, mais j'ai eu le problème une fois avec Star Trek Enterprise. Mon coffret est un import italien. Alors il y a les VF et les sous-titres VF, mais par contre les titres sont tous en américain et sont pas écrits en français. Et du coup, bon bref, j'étais tiens, c'est marrant, ils l'ont pas traduit ce titre. En fait non, c'est normal sur le listing. Donc voilà. Non, mais tu peux regarder ailleurs. Je sais, c'est pas. Voilà. Oui, aussi affûté comme une lame, pointu comme un couteau, aiguisé comme chauffé comme une flamme, puissant comme un fusil d'assaut.
Et oui, Je pense c'est une que référence. c'est pas un trop mauvais titre en français, je Le trouve. retour de À part le Cucullan. fait que voilà, il y a un problème, il y a une faute de frappe, quoi. Euh, mais, mais sur le concept, quoi, ça marche. Après, le mieux, ça aurait sûrement été de prendre la traduction la plus commune de cette phrase de Shakespeare. Ça aurait évité de perdre la Alors, référence. Mais bon. le problème, c'est que je voulais le mentionner non, mais je le mentionnerai. J'expliquerai pourquoi ils n'ont pas traduit directement Cool. par la référence. Nous avons donc un épisode qui a été diffusé pour la première fois le 5 octobre 1974 et se déroulant à la date stellaire du 6/063.4. Sur un scénario de Russell Bates et de David Wise, dont tu as beaucoup de choses à nous dire, Thierry, réalisé toujours par l'inénarrable. L'inénarrable. Pourquoi l'inénarrable? Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu me lancer dans ce mot. Bill Reed. Par qui tu veux commencer? Russell Bates ou David Wise? Alors, on va commencer par David Wise parce que ça ira plus vite. Oh. Parce qu'il a eu une vie de merde. Non, alors David Wise, il a une carrière impressionnante. C'était son premier scénario là. Yeah. Et il est co-scénariste sur l'invitation de Russell Bates. Ok. Et en fait, après ça, en 75, donc l'année d'après, il a fait un scénario de la série Isis, qui est une série sur une super-héroïne qui est en fait une archéologue possédée par Isis, la déesse égyptienne. Et je la mentionne celle-là parce que Russell Bates a aussi scénarisé un épisode de cette série. Ok, donc c'est vraiment après, des gros... Et après, il a fait des scénarios pour à peu près une quarantaine de séries et de séries animées. Et notamment, je vais en citer quelques-unes parce que c'est quand même une belle carrière. Sur la série Tarzan des années 70, sur la série Wonder Woman de 78, oui, c'est à celle-là que vous pensez. Sur la série Godzilla de 79, je savais même pas qu'il y en avait une en 79. Sur la série Buck Rogers de 1980, c'est bien sûr celle-là. Sur les Schtroumpfs en 83. Sur les Maîtres de l'Univers dans les années 80, oui, bien sûr, c'est voilà. Sur My Little Pony, la série des années 80, toujours. La série Transformers des années 80. Tic et Tac Ranger du Risque dans les années 80. Les années 80. Batman, oui, Batman, la série des années 90. Oh. Et Tortue Ninja, oui, aussi celle-là avec le générique que vous avez sûrement en tête à l'instant. Il n'y a que le générique qui était bien dans cette série. Oui, c'est vrai. Voilà, il a fait quand même des trucs qui ont marqué, quoi. En tout cas, il a bossé sur des trucs qui ont marqué. Et c'est c'est assez cool. Du coup, il devait être jeune à l'époque de Enterprise. N'importe quoi. Seulement 2 ans hein, qu'on parle plus d'Enterprise. Bon, bref, d'animé. T'as pas sa date de naissance? Non, j'avoue que j'ai pas regardé ça. C'est vrai que c'est pas des trucs auxquels je pense. Mais oui, il était sûrement jeune, ouais. Après, les scénaristes, souvent, ils font des carrières assez longues. Hein, mais, oui, puisqu'il est né en 67, l'épisode est sorti en 74. Do the math. Ah oui, ouais, donc... 7 ans. Il y a un truc qui cloche. Ouais, il y a un truc qui cloche. Ça doit pas être le même David Wise. Oui, il y a un autre David Wise qui est plus jeune, effectivement. C'est des homonymes, ouais. Je suis tombé dessus dans mes recherches. Désolé. Oui, 7 ans, c'est un peu jeune. Oui. Dans ma tête, j'étais un vrai prodige. Ouais. Il avait 17 ans, tu vois, dans ma tête. Ah oui. Je le tape quand même à la calculatrice et je vois 7. Putain, je suis désolé. Bon, bref. Et alors, effectivement, c'est un gros morceau, Russell Bates. Par contre, en termes de carrière, c'est pas foufou. Parce que il a scénarisé 7 épisodes et un épisode de Isis, la série dont je parlais plus tôt, sur laquelle David Wise a aussi bossé. Et après, il a été acteur dans 2 films. Gorillaz a todo ritmo
en 1981 et Porky's 2 en 1983. Porky's 2, alors ça c'est un film très problématique aujourd'hui. C'est un film. Porky's, c'est un des films fondateurs du style coming of age humoristique adolescent nul. S'il n'y avait pas eu Porky's, il n'y aurait pas eu 30 ans plus tard, comment ça s'appelle, American Pie. Voilà, c'est un des précurseurs d'American Pie. Sauf que ça a très 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 mal vieilli. Et American Pie a très mal vieilli, mais ce genre entier, en fait, à chaque nouvel épisode vieillit. Ok, d'accord. Ne regardez pas Porky's, c'est nul. Ok, ça marche. Et donc effectivement, Russell Bates, j'ai beaucoup de choses à dire sur lui, parce que j'ai regardé une interview qu'il a fait qui est géniale sur la chaîne Trexpertise, qui dure 1 heure, où il parle un peu de sa vie, et puis de comment il est arrivé à faire un scénario sur la série animée Star Trek. C'est un natif américain de la tribu Kiowa, d'où le thème de l'épisode. Alors évidemment, je vais pas vous refaire tout ce qu'il raconte dans l'interview, ça serait beaucoup trop long. Mais j'ai quand même noté quelques trucs que je trouvais intéressants. Notamment, il explique qu'au début, il voulait pas regarder Star Trek. C'est-à-dire qu'il était fan de science-fiction avant que Star Trek arrive. Et en fait, il explique que dans les bandes annonces, il trouvait que ça ressemblait à Voyage to the Bottom of the Sea, mais dans l'espace. Et oui. Et du coup, il était là, bouh, c'est nul. Voilà. Alors, j'ai surtout noté ça parce que je suis en train de regarder Voyage to the Bottom of the Sea. Je suis vers le début de la saison 2. Voilà. Pour information pour les personnes qui écoutent ou qui regardent, à chaque épisode, Thierry nous envoie un message en nous disant « Putain, on dirait du Star Trek !» Il y a tel acteur comme dans Star Trek. Il se passe ça comme dans Star Trek. Bon. Donc effectivement, vite fait. Est-ce que Russell Bates avait tort ? Alors oui, quand même, parce que... mais on va y venir. Mais juste 2-3 mots sur Voyage to the Bottom of the Sea. Je pense que c'est quand même une série qui a été fondatrice dans le space opera, ce qui est très bizarre pour une série de sous-marins. Parce qu'il y a beaucoup de codes du space opera qui sont déjà dedans, en fait. Ouais. Et qui ont été évidemment repris dans Star Trek. Mais c'est vraiment les codes de surface. C'est du visuel, de la réalisation. C'est moins sur la narration ou sur les choses à raconter. Et justement, quand Russell Bates a vu son premier épisode de Star Trek, il a été surpris. Et il a dit « Mais il y a un vrai scénario ?» Voilà, donc ça dit quelque chose quand même de comment Star Trek a été reçu en termes de qualité de scénario et d'histoire. Et donc du coup, il a regardé. Et figurez-vous que cet épisode aurait pu ne pas exister. Parce que donc il était dans l'Air Force et il travaillait dans une usine de missiles. Et cette usine de missiles a été frappée par la foudre et a explosé. Putain. Ok, what the fuck. Et il fait partie des 3 survivants. Wow. Voilà. Sur combien? On a une idée de combien? Alors, il n'a pas dit dans l'interview. C'était de nuit, c'était le tour de garde, ils étaient 4. Je pense qu'effectivement, une usine, il ne devait pas être. Oui, c'est ça, ils ne sont pas 3 sur 4, quoi. Genre. Ouais, mais c'est vrai qu'il n'a pas précisé combien ils étaient. Mais comme il met l'accent sur le fait qu'il n'y avait que 3 survivants, je pense qu'ils étaient quand même. Il y a eu un paquet de morts. C'est dingue. C'est chaud. Et en fait, pendant sa convalescence à l'hôpital, il a sympathisé avec le médecin qui le soignait. Et en fait, il discutait de science-fiction et de Star Trek. Et en fait, donc du coup, lui, il lui a parlé du fait qu'il écrit de la science-fiction depuis qu'il est au lycée. Et le médecin a dit qu'il aimerait bien voir ce que donnerait un épisode de Star Trek écrit par lui. Et donc, il a écrit une fanfiction Star Trek pour remercier son médecin. Waouh. Voilà. Et son médecin l'a beaucoup aimé, mais c'est rien devenu après cette fanfic. Je pense qu'elle a été perdue pour la postérité, malheureusement. Et après sa convalescence, ils lui ont pas donné d'assignation tout de suite à l'armée. Et donc, du coup, il était dans un baraquement à rien faire de la journée. Donc, c'est un peu un prolongement de sa convalescence, je pense. Et donc, il écrivait toute la journée de la SF.
C'est ouf. Et il a rencontré un autre militaire qui était là et qui se trouvait être un ami du frère de Dorothy Fontana. Oh! Et donc, donc le type a remarqué que Russell Bates écrivait toute la journée dans son truc. Et donc, il lui a posé la question ce qu'il foutait, quoi. Et puis, il lui a dit j'écris de la science-fiction. Je suis pas, enfin, bref. Et donc, du coup, il a dit moi, j'aime bien, vas-y, fais-moi lire. Et donc, il a lu un peu il lui a filé un peu les manuscrits qui traînaient, quoi. Et dedans, il y avait une fanfiction Star Trek. Et il l'a beaucoup aimé et il a dit mais attends, voilà, il lui a expliqué. I Il know lui a a dit girl. vas-y, je vais le faire passer, à mon ami. Enfin, oui, c'est ça, à mon ami, et puis il va le Ouais. passer à sa sœur, et puis elle va le regarder et tout ça. Et en fait, Dorothy Fontana, elle a bien aimé ce scénario et elle voulait l'acheter pour en faire un épisode de la saison 3 de TOS. Ah oui, ça remonte du coup, c'est quelques années Ouais, avant. ouais, tout à fait. Enfin, pas tant que ça, 2 ans plus tôt, mais Et ce scénario-là sera jamais diffusé parce que NBC, qui avait annulé Star Trek à la fin de la saison 2 et qui a été obligé de remettre Star Trek sous la pression des fans. En fait, ils ont, tu sais, pour la saison 3, il y a quasiment toute l'équipe de production qui s'est barrée. Et en fait, ce que j'ai appris dans son interview, ce que je savais pas, c'est qu'ils se sont barrés parce que NBC avait mis Star Trek sur une case horaire pourrie. Mmh. C'était, je crois, le vendredi soir à 10h ou un truc comme ça, à 10h du soir. Donc quand les gens sortent, quoi. Donc ils sont pas Oui, devant oui, la les gens télé, sont enfin pas là. bref. Voilà. C'est Et surtout, assez connu, cette slot aux États-Unis. C'est assez connu comme, je sais plus comment ils l'appellent, là, The Death Slot ou quelque chose comme ça. Mais à l'époque, en tout cas, maintenant, l'ère de streaming a changé les choses. Mais à l'époque, ils faisaient ça pour tuer des séries. ouais, c'était, oui, c'est ça. Si c'est comme, si c'est leur dernière chance, on veut plus en entendre parler, on va les mettre là, il y aura plus de viewership, on va pouvoir canceller ça. Surtout que l'audimat de Star Trek était plutôt jeune. Et donc, évidemment, en plus, les jeunes ont encore plus tendance à sortir le vendredi soir pour faire la fête, quoi. Parce que les Trekkies avaient une vie sociale. Hein. Et Non, donc, c'est une légende. The Friday Night Death Slot. ouais, voilà. Voilà. Et moi, j'avais entendu parler de cette histoire de case horaire, mais je savais pas que c'était pour ça qu'il y avait autant de membres de l'équipe de production qui étaient partis. Et en fait, la nouvelle équipe, tous les scénarios qui avaient été prévus par l'ancienne équipe, ils les ont foutus à la poubelle, en fait. Alors ça, je sais pas. En tout cas, je cite Russell Bates. J'ai pas d'accord. vérifié derrière. Et donc, du coup, son scénario est parti avec cela, quoi. Voilà. OK. Et entre-temps, vas-y, tu voulais dire un truc? Parce que Non, mais j'allais dire, de toute façon, longtemps. on avait bien noté à quel point la saison 3 était en deçà, en dessous du niveau, des 2 premières saisons, hein, de Star Trek. Saison 3 est très particulière. Oui, je l'aime bien, mais je l'aime beaucoup, Oui, mais c'est vrai qu'il faut gentiment. admettre qu'il y a un décalage. Mmh. Et donc, entre-temps, il a continué un peu sa vie et il a été accepté dans un programme qui s'appelle Open Door, qui est tenu par la Writers Guild of America et qui est un programme d'inclusivité en faveur de la diversité, etc. C'est woke. C'était woke. Mais ça n'existait pas à l'époque, je comprends pas. Oui, le temps politisez délit pas. où tout le monde était raciste. Bon, bref. Ouais, ne politise pas mon Star Trek, s'il te plaît. Et donc, Enfin, il s'est lié d'amitié avec un des professeurs, enfin un des formateurs qu'il y avait dans ce programme, qui n'est personne d'autre que Gene L. Coon, donc le type qui a scénarisé la grande majorité des épisodes de TOS. Et suite à ce programme de formation, il a bossé avec Gene L. Coon. En plus, il a travaillé avec lui sur 2 séries. The Name of the Game, qui a été diffusée de 68 à 71. C'est une série sur des employés d'une maison d'édition. Et It Takes a Thief, de 68, qui est une série sur un cambrioleur playboy qui bosse pour la CIA. Ça a l'air un peu bizarre, mais bon, voilà. Donc en plus, il a eu, avant de bosser sur Star Trek, il a déjà eu beaucoup de contacts avec un des auteurs de Star Trek.
Et donc, entre ça et le script qu'il a envoyé à Dorothy Fontana, l'équipe de production de TAS était quand même pas mal au courant de son existence et de ce qu'il était capable de faire. Et donc, dans l'interview, il explique que c'est Roddenberry qui lui a demandé d'écrire un scénario avec un thème natif américain. Et alors, David Wise, lui, dans les citations qu'il y a de lui dans le guide officiel, il dit la même chose, sauf qu'il parle de Dorothy Fontana au lieu de Roddenberry. Ah. Alors, lequel des deux est sénile, je sais pas. Enfin, il y en a un des deux qui se plante. Après, bon, c'était il y a très longtemps quand ils ont été interviewés. Ils étaient tous les deux très âgés quand ils ont interviewé. Je pense qu'il il doit y en avoir un des deux qui est un peu perdu. Voilà, je parle de sénilité, je plaisante, c'est pas un terme sympa, mais je pense qu'il y en a un des deux qui s'est un peu mélangé les pinceaux dans sa mémoire. Notons que En tout cas, ce qui est David sûr, c'est Wise, que... Oui, pardon. juste une seconde, désolé. David Wise a fait plusieurs commentaires audio sur les pistes des Blu-ray. J'en ai écouté aucun, mais j'avais prévu d'écouter celui-ci notamment parce que vu que là pour le coup il était scénariste, mais je l'ai pas fait. Voilà. Mais donc on aurait peut-être une des réponses. Ouais, tout à fait. En tout cas, c'est un des deux producteurs exécutifs voilà, de TAS qui lui a demandé spécifiquement, voilà, sachant qu'il était lui-même natif américain, de faire un épisode sur ce thème. En tout cas, qui mette en avant une culture native américaine, quoi. Et donc Bates, il avait un peu de mal à écrire pour Alors, je sais pas comment il connaissait David Wise, mais c'est lui qui a fait appel à David Wise. Parce qu'il avait un peu de mal à cerner les possibilités de l'animation. Ok. Et voilà, David Wise l'a aidé là-dessus, puis il a eu quelques idées sur la thématique, etc. Et voilà, et il y aura beaucoup de choses à dire sur un personnage qu'il a mis dedans, mais je garde ça pour quand on aura commencé à parler de l'épisode. Et sinon, j'ai noté un truc qu'il a dit sur Filmation que j'ai trouvé intéressant. Il explique que Filmation, c'était des fabricants. C'était pas des créatifs. Et donc, il fait une métaphore et il dit Filmation, c'était une voiture et Roddenberry était le pilote de la voiture. Nice. Voilà. J'ai trouvé ça intéressant parce que c'est vrai que je m'étais jamais posé la question de quelle était la part de créativité de. Ouais, voilà. Bah, apparemment, il n'y en avait pas, en tout cas d'après lui. D'où la réutilisation de trucs d'autres séries qui devaient être peut-être autant un moyen économique qu'un moyen rapide. Genre, ouais, non, mais attends, on doit avoir un personnage qui fait ce geste, on va le reprendre dans Lassie, je sais plus quelle autre série. Oui. Okay. Je pense que la relation que ces boîtes d'animation ont avec les studios comme varie beaucoup du style de projet. Mais pour vous donner un exemple relié à Star Trek, la raison pour laquelle Boimler a les cheveux violets dans Lower Decks, c'est uniquement parce que Titmouse, quand ils ont envoyé leur premier concept de personnage basé sur les descriptions qui avaient été fournies par Mike McMahon, ben, tous les concepts avaient Boimler avec les cheveux violets. C'était un peu une blague qu'ils ont fait. Ils ont dit, on peut le changer. On a juste fait ça parce qu'on trouvait que c'était cool. Puis Mike McMahon a fait comme, OK, on le garde. Parfait. OK. Bon, voilà. C'est cool. Ah, donc c'est pas parce que le coloriste est... C'était quoi la rumeur? Il était daltonien. Ouais. Non mais franchement, c'est quoi cette rumeur? Mais on est débile de tous l'avoir cru. D'où un coloriste? Enfin bon, bref. On est vraiment cons hein, quand même. On se disait tous, oh c'est génial et tout. Enfin bon, bref. Voir le premier épisode de Trek Analyse sur TAS pour avoir l'info si vous l'avez oublié ou si vous l'avez loupé. L'info. On y va? D'autres choses? Non, comme je l'ai dit, j'ai encore noté des trucs de cette interview, mais je vais essayer de les répartir un peu plus dans l'épisode pour pas faire 1 heure de monologue avant qu'on commence. Je fais le journal du capitaine? Non, avant, juste en quelques mots, Sean, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode? J'adore cet épisode.
Je l'ai Ah ouais? toujours adoré. Ouais, vraiment. Déjà, c'est la chose qui se rapproche le plus d'un dragon dans Star Trek. J'adore les dragons. Mais j'adore les dragons, et, pour être clair. Là. Mais non, j'adore cet épisode. Puis j'adore beaucoup Kukulkan, justement. Puis tout ce qui est mythologie aztèque, inca, maya, de l'Amérique du Sud. C'est quelque chose qui m'attire beaucoup. J'ai beaucoup aimé ça. Fait que j'aime bien voir ça ici dans cet épisode. Puis je trouve que oui, on va en parler là, même si c'est encore un épisode zoo. Menagerie. Ouais, Menagerie-esque. Je trouve que c'est bien exécuté. Puis, moi, il me plaît. Voilà. Ok. Et toi, Thierry? Alors moi, je l'aime bien, hein, pas de surprise. Mais je trouve que son scénario, il est quand même un petit peu Un peu vu et faiblard. revu dans Star Trek. Ouais. C'est pas faiblard, mais c'est voilà. Après, c'était plus ou moins assumé. Bates disait que c'était un hommage à Gene Elcoon, qui n'a pas scénarisé Woman for Adonais, mais il a beaucoup remanié le scénario en coulisses apparemment. Mais c'est un peu Woman for Adonais en différent, croisé avec un épisode de ménagerie, quoi. Mais bon, ça en fait pas un mauvais scénario non plus. Hein. Il a plein d'originalités qui font qu'il mérite d'exister. Mais ce que j'aime surtout dedans, c'est bête, hein, parce que c'est souvent un truc que je néglige quand même, mais c'est toute la production value, quoi. Il y a vraiment, en termes d'animation, de visuel, ils se sont défoncés sur cet épisode. Ouais. Entre toutes les bestioles de la ménagerie, on en parlera, la ville Maya, le vaisseau de Kukulkan lui-même, enfin, il y a... Je sais pas s'il y avait un plus gros budget ou s'ils ont eu plus de temps pour le faire, mais il y a un truc, et ça se voit à l'écran, et c'est vachement appréciable. Voilà, malgré toujours l'animation un peu statique, mais il y a vraiment des trucs cool dedans, quoi. Moi, j'ai trouvé cet épisode tout à fait divertissant. Très bien. Très bien sur 10. Ah tiens, je fais cette blague, il faut que je donne les notes. C'est un épisode plutôt bien aimé d'ailleurs dans les communautés francophones, puisque sur la communauté francophone de Star Trek, il prend la note de 7 sur 10, et sur Ultime Frontière, la note de 6,66. Comme quoi, Ultime Frontière, c'est vraiment l'enfer. Ce qui lui donne une note moyenne de 6,83, ce qui est pas mal dans la moyenne haute de ce qui se fait dans la série animée, puisque il fait partie du top 6, 6e du top 6. Et je t'en prie, tu peux lire le journal du capitaine, qui est particulièrement long, il me semble. Est-ce qu'on parle des récompenses tout de suite, ou on en parle plutôt vers la fin? Oui, oui, non, tu as raison, oui. Merde, j'ai perdu. Donc c'est c'est le tout premier épisode de Star Trek à avoir obtenu un Emmy Award. Donc il l'a obtenu dans la catégorie Outstanding Children's Program. Je sais pas comment traduire ça. Programme pour enfants extraordinaire. Dans le fond, oui, techniquement c'est ça, mais les catégories outstanding, ça veut dire que c'est le meilleur dans le fond. La catégorie, c'était meilleur programme pour enfants. Ok. Ils ont bien raison, alors, ça déchire Star Trek. Et j'ai pas vérifié après, parce qu'il y en a eu d'autres après qui changent ça, mais au moment de l'écriture du guide officiel, c'était encore le seul Emmy Award gagné par Star Trek dans une catégorie qui n'est pas une catégorie technique ou de production. C'est ouf ça. Ça c'est incroyable. Nous tous les Star Trek Zoos là, on se pignole sur la qualité d'écriture, les concepts et tout. Ils n'ont jamais été récompensés pour ça. Oui, c'est vrai. Voilà, tu peux dire que c'est inclus dans le outstanding, mais alors il y a une raison quand même à ça aussi, c'est que la science-fiction c'est pas vu comme un truc sérieux. Oh si. Non. Et non. Non, c'est pas vu comme même James Cameron il dit ça, fait que. C'est qui James Cameron? Okay. C'est qui C'est qui ça? Qu'est-ce qu'il dit? Il y connaît quoi? Il connaît quoi lui? Il fait quoi lui dans la vie?
Et Bates et Wise ont gagné un prix que je connais pas du tout et qui s'appelle le Peabody Award. Je sais pas si ça vous parle. Ouais, le Peabody Award de 75 pour le scénario de cet épisode. C'est pour Peabody, c'est pour l'écriture, ça. Habituellement, en tout cas, je pensais que c'était pour les livres. Je savais pas que ça s'appliquait aussi au scénario Ouais, ils ont de peut-être séries puis de films. Qui honore catégorie, l'excellence dans le storytelling. Voilà, on parlait de 80 ans d'écriture. d'existence. 86 ans d'existence, pardon. Ah oui, C'est ouf. Ok, moi je Presque connaissais aussi vieux que Rémi. J'étais là la les première prix fois. Nebula, mais pas le Peabody. Il était là quand le monde était en noir et blanc. Par contre, sur le site de Peabody Nominees, il n'apparaît pas. Donc, peut-être un truc qui... C'est dans le guide officiel, alors peut-être que le guide officiel raconte des bêtises, c'est possible aussi. T'as menti. Ah non, mais le truc s'arrête à 2024. Ah là, ben forcément. Ah oui, si t'as un historique aussi... Que 2 années. C'est bien la peine d'avoir 80 000 ans d'existence, là. Bref. Donc, c'est quand même très notable, quoi. Et surtout, c'est rigolo que ça soit sur une série qui est autant mise de côté et ignorée par un peu tout le monde, que ce soit les ayants droit ou les fans. Alors que, bon, voilà, c'est quand même là qu'il y a eu le premier Emmy Award, quoi. Donc, c'est alors, quand même... ils apparaissent pas. C'est quand même ironique. J'ai la liste complète des gagnants de 1970 à 1979. Il n'y a aucune fois la mention Star Trek. Et si tu cherches au nom des scénaristes, à Russell Bates... Non. Et David Wise. Wendell Wise. Non, c'est pas celui-là. Son cousin. C'est tout. Bon, bref, c'est pas grave. Ouais, c'est louche. Je ne remets pas. Vous ferez vos propres recherches, effectivement. Non, mais c'est possible qu'il y ait une erreur. Hein. Voilà. Enfin, c'est peut-être plus probable que je cherche mal. Bon, allez, journal du capitaine de How Sharper Than a Serpent's Tooth, s'il te plaît. Putain, 2 fois, quoi. Allez, c'est parti. Journal du capitaine. Date stellaire 6063.4. L'Enterprise cherche la provenance d'une mystérieuse sonde spatiale qui s'est approchée des mondes de la Fédération, a scanné la Terre, puis s'est éloignée dans l'espace. Avant qu'on ait pu l'intercepter, elle s'est autodétruite. Nous suivons une traînée de matière décomposée laissée par le système de propulsion très évolué de la sonde. Jusqu'à présent, on n'a capté aucun système stellaire habité. Il y a aussi quelque chose de The One with the Whales. Cette sonde qui vient scanner, on ne sait pas ce qu'elle fait là. Elle est arrivée sur Terre, elle a réussi à nous atteindre sans qu'on fasse quoi que ce soit, elle nous scanne. Et un peu plus tard, elle commence à nous détruire, tu vois. Scène numéro 1. Pardon. C'est pas le cœur de l'épisode, mais effectivement, ouais. Scène numéro 1. Nous retrouvons donc l'Enterprise, comme tu l'as si bien dit Thierry, c'était surprenant, en train de remonter la traînée d'une sonde stellaire pour en retrouver l'origine. Sur la passerelle, Spock indique que réduire la vitesse permettrait de mieux capter le sillage de la sonde. C'est marrant, il m'a autocorrigé sillage en sillage, S-C-I-A. Comme si elle avait scié. J'ai dû rater un L ou un trait. Le sillage de la sonde. Nous découvrons alors Monsieur Ours dressé au poste de pilotage. Arex capte un vaisseau ou une sonde pas loin. On approche du vaisseau. Alerte jaune et on essaie d'appeler, décide le capitaine Kirk. Ours dressé, tu veux nous en parler? Oui, alors du coup en VO il s'appelle Walking Bear, donc ours marchand. Qui marche, voilà. Je crois que je comprends pourquoi ils ont changé. Oui, du coup. Ours marcheur à la limite. Mais... Ouais. Ou ours déambulateur. Pardon, je suis fatigué. Ok. Alors,
D'après Russell Bates dans l'interview que j'ai regardé, c'est Gene Roddenberry lui-même qui a remarqué et qui a soulevé qu'il y avait un souci parce qu'il n'y avait pas de personnages natifs américains dans Star Trek à ce stade-là, et que donc ça serait pas mal d'en avoir un. Et il faut savoir que dès le premier scénario, non pas le premier, le scénario, le scénario qui aurait dû être en saison 3, il y avait déjà ce personnage. Russell Bates avait déjà mis ce personnage dedans. Et alors le nom Walking Bear, c'est un vrai nom Kiowa, tout simplement parce que c'est le nom d'un oncle de Russell Bates. Sauf que Walking Bear dit qu'il est Comanche. Voilà, oui, alors ça on va en parler aussi. Parce qu'ils ont fait la guerre. Et donc, alors il s'appelle Dawson Walking Bear. Et Dawson, c'est un village en Alaska parce que Russell Bates aime bien l'Alaska. Voilà. Ok. Et effectivement, dans le scénario d'origine, il était Kiowa, comme son oncle, quoi. Il voulait un personnage qui, je pense, qui représente lui, sa famille, tout ça. Mais il y a un producteur, il dit pas lequel, qui lui a dit que l'audimat ne saurait pas ce que c'est Kiowa. Ah, ils sont moins Comprendrait connus. pas. Moi, c'est la première fois que j'ai entendu le mot Kiowa. Et donc, Russell, c'est lui qui a proposé d'en faire un Comanche, parce qu'il dit dans l'interview que les Comanches étaient des alliés des Kiowa. Et pourtant, ok. Enfin, Si, dans l'interview, hein, après... Non, j'ai juste ouvert Wikipédia où ils ont dit qu'ils avaient été, ils ont fait la guerre. Les deux peuples se sont combattus. Mais bon, c'est con. on a bien combattu les Espagnols, les Allemands, les Italiens, les Belges, les Anglais, plusieurs fois. Oui, c'est des alliés maintenant, oui, c'est vrai. Enfin, peut-être plus les Anglais maintenant, je suis plus sûr, mais... On verra. Et l'équipe d'animation, pour dessiner le personnage, ils lui ont demandé un petit peu des idées. Et en fait, il se trouve qu'un des oncles de Russell Bates, un autre oncle, était acteur. Et en fait, il leur a donné des photos de lui pour qu'ils s'inspirent de... Voilà. Donc c'est un mélange de deux oncles de Russell Bates pour faire le personnage, quoi, entre son nom et son apparence. C'est énorme, c'est trop cool. Ouais, je trouve ça assez sympa, ouais. Ok. Voilà. Scène numéro 2. Spock indique un vaisseau du double de la taille de l'Enterprise, mais qui ne répond à aucun critère connu de la Fédération. On réduit à distorsion 1 et on allume l'écran. S'affiche alors un prout vert translucide. D'après Spock, c'est un champ d'énergie. Également, le vaisseau serait composé de céramique cristalline. Qu'est-ce que c'est la céramique cristalline? C'est de la folie, ça. Ça, c'est de la science-fiction. C'est le turfu. C'est ouf. Soudain, j'ai pas compris, mais le vaisseau ne marche plus. Prof demande ce qui se passe et Kirk lui répond plus tard. Et ça m'a fait hurler de rire. Il se trouve que le vaisseau est enfermé dans un globe dans un globe énergétique généré par le nouveau vaisseau. Vaisseau qui d'ailleurs apparaît enfin à l'écran. Oui, c'était assez marrant parce que bon, d'un coup, le vaisseau se met à vibrer comme d'hab dans Star Trek, machin. Scotty dit ouais, non, mais je suis en train de, j'ai poussé au maximum, je sais pas pourquoi on ralentit, machin, donc on arrête tout. Kirk appelle le médecin pour savoir, prof, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des blessés? Il dit non, tout va bien, mais par contre, qu'est-ce qui se passe? Oh, et plus tard. Le pauvre, il a rien demandé. Enfin, si justement, il a demandé, mais il se fait envoyer limite chier, quoi. C'était assez surprenant. Tu l'as regardé en VF, l'épisode, du coup? Non, j'ai regardé que la dernière scène en VF. Ok. Moi, je l'ai pas perçu méchamment. Letter. Mais, il lui dit. Mais ouais, Letter, après, bon, tu comprends, quoi. C'est un peu. Enfin, c'est pas trop le moment de se lancer dans des explications, quoi. Oui, mais c'est pas quelque chose qui nous a habitués à faire. Et pourquoi avoir ajouté ça? Je sais pas. Oui, bon, bref. Scène numéro 3. Je voulais juste vous poser une question. C'est vraiment rien d'important techniquement, là, mais est-ce que ça sert uniquement pour nous choquer, nous, ou nous surprendre, nous, en tant on va dire qu'audience,
de nous dire que ça fait 2 fois la taille de l'Enterprise? Parce que est-ce que c'est intéressant comme information à avoir pour vous, genre pour eux dans le vaisseau? C'est du J.J. Abrams inside. C'est Ouais, j'avoue. Ouais. bigger is better. Non, c'est pour dire Je qu'il est sais 2 pas fois plus vraiment à puissant. quoi ça leur sert, en fait, de le savoir. C'est une cible plus grosse. OK. Non, mais mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de la notion de bigger is better et tout ça. Et puis après aussi, pour se dire, plus tard, quand on va le voir, le vaisseau afficher son hologramme, se dire, c'est quand même, ça doit être impressionnant. Tu vois, rajouter Ben, l'impressionnance. peut-être que Spock, il se dit que, tu sais, d'un point de vue technologique, ils doivent être assez avancés s'ils sont capables de développer un vaisseau aussi grand. Mais après, si tu es capable de faire une petite boule, tu peux faire une grande boule, quoi. Je veux dire, j'assume, je sais pas. Demande à tous les bousiers de la ville. Non, je pense vraiment à l'intérieur de l'univers, je pense que ça fait pas tellement de sens. Parce que après, il faut pouvoir penser aussi qu'on est à l'époque de TOS et que tout n'était pas encore bien établi. Mais c'est clair qu'il n'y a pas de raison qu'un vaisseau plus grand soit plus dangereux ou plus puissant ou quoi que ce soit, quoi. Mais c'est vrai que je pense que du point de vue du début des années 70, les références qu'ils avaient, c'était les sous-marins ou les porte-avions ou des trucs comme ça. Et bon, bah, effectivement, dans ces cas-là, en général, quand c'est plus grand, c'est que il y a plus de missiles dedans, tu vois. Donc tu peux te dire c'est plus dangereux. Mais c'est vrai que dans l'univers de Star Trek, ça a pas tellement de sens. Mais bon, c'était aussi les débuts encore, hein, donc. Après, c'est peut-être aussi pour se figurer de la taille de la ménagerie plus tard. Quand on Oui, c'est peut-être pour justifier les intérieurs qu'on voit après, ouais. C'est vrai, c'est pas bête. Mais c'est pareil, c'est un point de vue extérieur, quoi. Dans le point de vue dans l'univers. Ouais. Moi, la seule explication que je trouve qui collerait à peu près, c'est l'idée de dire que c'est une cible plus grande, plus facile à viser. Mais bon, voilà, ça serait un peu bizarre aussi dès la rencontre de se dire tiens, ils seront pas durs. C'est bon, on va pouvoir leur péter la gueule. C'est pas trop l'esprit de Starfleet non plus, donc ouais, ça tire pas trop, mais bon, ouais. Je pense que les raisons qu'a invoqué Rémi en fait hors univers sont un peu les seules. Je sais pas, je suis pas scénariste ni américain. Scène numéro 3, pas le temps de quoi que ce soit. Le vaisseau tire un rayon qui secoue l'Enterprise super violemment. Qu'est-ce qui fait ce rayon selon vous? Bah, il scanne l'Enterprise. Genre, c'est le scan. Bah écoute, C'est ouais, c'est parce je que c'est colle ce qu'ils disent ta après. tête contre la vitre pour la scanner, quoi. C'est C'est ce qu'ils vraiment. disent après, quoi. Ils disent qu'ils sont en train d'être sondés, donc ouais, pour moi c'est ça du coup. C'est vrai que c'est un peu violent comme sonde, mais bon, on parlait vite fait d'un film qui est sorti un peu plus tard où justement c'est ce qui se passe, hein. Il y a une sonde qui sonde tellement la Terre fort que ça crée des raz-de-marée. Donc, Mais elle est en que train de c'est un peu ce genre sonder. de délire, hein. Attends. Elle communique ou elle sonde? Moi, je croyais elle était arrivée, elle voit qu'il n'y a pas les baleines, il y a pas les baleines, du coup, elle détruit. Je croyais qu'elle détruisait la Terre, moi. Ouais, j'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas vu le film, mais j'avais retenu ça comme ça, moi, que c'était le sonder de la Terre de plus en plus fort parce qu'il n'y avait pas de réponse, quoi. Waouh. Mais Ouais, moi aussi, je me trompe. j'avais retenu qu'il n'y avait pas d'intention de violence. C'était vraiment une espèce de. Je recherche mes baleines ne sont pas là, j'ai pas de réponse. Donc, je détruis tout. Non, donc je crie. Au lieu de parler, je crie. Maintenant, j'appelle mes Ok. baleines plus fort. Ok. J'avais pas vu ça comme ça. Il faudrait qu'on réécoute notre podcast d'il y a 10 ans. Scène numéro 3. Pas le temps de quoi que ce soit. Ça, je l'ai déjà dit. Kirk essaie de manœuvrer en recul, mais c'est voué à l'échec. Alors que l'Enterprise tire sur le globe, l'autre vaisseau cesse son feu. Il s'approche toujours cependant et oh mon Dieu! Un genre de surimpression apparaît par-dessus le vaisseau qui ressemble désormais à un oiseau dragon sud-américain. Ours dressé s'écrie Kukulkan! Kukulkan! Tan, tan, tan. Quelque chose? Il est trop cool. Tu veux bien? Ouais.
La surimpression, l'apparition de la surimpression est trop chouette. C'est là qu'on le voit J'ai traverser. j'ai hésité à faire plein de captures d'écran pour les faire défiler, tu sais, mais oui, ça pète, ouais. Ça pète Bon. vraiment. Si j'ai le courage, j'intégrerai la séquence. Et pour au répondre à montage ta final. question, on le voit de face juste après, si c'était ça ta question. Et du coup, est-ce que vous trouvez pas que ça se voit que Walking Bear, il est dessiné d'après un vrai visage? Oui, beaucoup plus que les autres personnages. Il est beaucoup plus. On dirait, ça me fait penser aux Simpsons quand les Simpsons veulent faire veulent faire un caméo dans leur série. Ils ressemblent pas à n'importe quel Simpson. Ils ont des traits beaucoup plus définis. Ah oui, quand Tom Cruise doit sortir du placard, notamment. Ben, Leonard Nimoy. Il ressemble beaucoup à Leonard Nimoy dans Star Trek. Tu sais. Et dans Futurama aussi. Quand il est dans les Simpsons. On peut noter, d'ailleurs, c'est vraiment tout bête, mais à l'époque, quand on voyait des Indiens à la télé, je pense qu'ils avaient qu'ils avaient quasiment tout le temps des plumes dans les cheveux et des tenues plus ou moins vaguement inspirées des Bigarré. tenues traditionnelles. Ouais. Et je sais plus s'il en a parlé dans l'interview ou pas, mais je pense que si l'épisode avait été scénarisé par quelqu'un qui est pas natif américain, c'est ce qui serait passé. Et là, voilà, on peut noter que vraiment, il a rien qui le distingue en tant que natif américain à part son nom. C'est vraiment un membre de l'équipage comme les autres, qui est habillé comme les autres, coiffé comme les autres. Voilà. C'est quand même notable, je pense, par rapport à l'époque. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui marquerait, mais on le décrit et on le définit comme natif et on sait qu'il l'est parce que tout simplement on nous le dit en fait. Comme tout le monde dans la vraie vie, quoi. Tu sais, pas tout le monde a une plume sur la tête ou une baguette sous le bras, quoi. Ah si, moi je me balade toujours avec ma baguette, d'ailleurs, elle est là. Non, c'est pas vrai. Ouais. Scène numéro 4. Une voix dans le vaisseau se fait entendre dans l'Enterprise. C'est Kukulkan. Je vais l'appeler Clan toute la soirée. Oh my god. Mon Dieu. C'est les dieux qui t'ont puni, Rémi. Il s'est abattu sur toi. Ceci, donc pour les personnes qui nous écoutent en podcast, ma webcam vient de tomber. Pour les personnes qui nous regardent en vidéo, ma webcam était en équilibre sur ceci. Chose que je fais à chaque enregistrement, et là je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça n'a pas tenu. Tu aimes le danger quand même, Rémi. Je ne retrouve plus la ligne. C'est Kukulkan qui parle. Il était en colère. Mais maintenant, ça va mieux, grâce à Ours Dressé qui l'a reconnu. Kirk demande à Ours Dressé de s'expliquer, et Ours Dressé dit qu'il est Comanche et qu'il a étudié l'histoire des anciennes civilisations. Il indique que Kukulkan est un dieu maya et aztèque. Alors en vrai, chez les Aztèques, c'est plutôt Quetzalcoatl, mais bon, ça, on va pas chipoter. Et en plus, un peu plus tard dans l'épisode, ça sera corrigé. Enfin, corrigé. Vite est émise l'idée que nous sommes face à l'origine de la légende maya. Mais alors que Kirk se demande pourquoi Kukulkan voudrait les détruire, on retrouve Bones en train d'emmerder un type avant de tout simplement disparaître. En VO, il était tout simplement en train de dire « Vous ne le méritez pas, mais vous aurez 4 jours de repos. » Et paf, il se fait téléporter. Bones, le trou du cul, quoi. Bien vite, ce sont Scotty, Ours Dressé et Kirk qui sont téléportés à leur tour. Beaucoup de choses à dire sur cette scène. On le voit de face, donc il est très beau. Oui, c'est une surimpression, c'est une projection holographique ou un truc comme ça. Oui, d'ailleurs, ça, je me souvenais mal de l'épisode parce que je pensais qu'à un moment donné, le visuel en surimpression allait prendre le pas sur le visuel du vaisseau et qu'on verrait plus le vaisseau en transparence. Mais en fait, non, ça reste tout long comme ça. Je trouve que c'est très cool parce que ça fait très... tu sais, justement, on parlait de tenue de cérémonie, ça fait très habit d'apparat pour le vaisseau. Ah ouais, ça peut être un truc un peu comme ça pour dire regardez-moi, c'est moi, tu vois. Je trouve ça assez cool, quoi, vraiment stylé.
Oui, du coup, bon, voilà, il y a au démarrage, ils disent que Kukulkan est un dieu aztèque et maya, alors que pour nous, c'est vraiment, enfin pour nous, dans notre réalité, c'est juste un dieu maya et il a un équivalent qui est Quetzalcoatl chez les Aztèques, mais ça, ce sera répété et corrigé un peu plus tard dans l'épisode. Mais par contre, du coup, immédiatement, ils acceptent. Ils se disent pas c'est une supercherie ou quoi. Non, c'est probablement l'origine de la légende, ce qui revient sur à nouveau cette fameuse théorie des visiteurs de l'espace là. Je sais plus comment on dit. Alors quoi, le mot qui sonne savant, c'est néo-éphémériste. Et sinon, on parle de théorie des anciens astronautes. Ouais, les anciens astronautes que tous les peuples sud-américains auraient rencontrés. Donc c'est marrant. Ouais, C'est une théorie. même tous les peuples anciens, en gros, c'est censé, enfin souvent, ça, il y a plein de versions évidemment différentes, mais souvent c'est un peu l'idée que, un peu comme dans Stargate, en gros, toutes les divinités antiques sont des extraterrestres, quoi. Voilà. Ok. Et donc, il y a notamment des gens qui pensent que c'est le cas en vrai. Je pense que c'est aller un peu loin, mais c'est en tout cas un mécanisme de fiction très courant dans la SF et très courant dans Star Trek. Et dans Star Trek, alors je sais plus quel scénariste en a parlé, mais c'était dans une volonté démystificatrice. Star Trek avait un côté un peu athée ou agnostique, en tout cas, de dire les dieux n'existent pas vraiment. Et donc, du coup, la manière de Star Trek de le dire ça, c'était en fait, les gens qu'on croyait être des dieux, c'était pas vraiment des dieux, c'était juste des gens un peu plus avancés que nous, mais voilà quoi. Ils avaient rien d'extraordinaire, il n'y avait pas de raison de les vénérer quoi. Ok. Quelque chose à dire, Sean, là? Non. Non. Ok. Non. Oui, Thierry, Moi, non, oui, je veux dire un tout petit truc. Je pense que la raison pour laquelle ils sont absolument pas surpris par ce qu'il aurait présenté comme théorie, c'est qu'ils l'ont déjà vu, quoi. Dans TOS, on a déjà vu ça. Oui. C'est un mardi. Là, dans le fond, on a changé on va dire, de continent ou de croyance, mais tu sais, pourquoi là, ça aurait pas de sens alors que avant, ça en avait, quoi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Et j'en avais parlé dans l'épisode d'avant déjà, mais en gros, c'était un peu l'obsession de Gene Roddenberry, que l'équipage rencontre Dieu. Et toute cette idée aussi de jugement de l'humanité. Ça allait un peu de pair. Donc là, on est vraiment dans du classique Star Trek Roddenberrien, quoi. Et ça sera encore continué dans TNG, avec Q notamment, et pas que lui. Scène numéro 5. Spock a pris le commandement. À bord de Kukulkan, les 4 protagonistes se demandent ce qu'ils font là. Ozdressé indique que lorsqu'il a quitté la Terre, Kukulkan a promis de revenir. Alors moi, dans ce que je sais de Kukulkan, c'est surtout que quand il reviendra, c'est que ce sera la fin des temps. C'est ça, hein? T'es d'accord, Thierry? C'est ce que j'ai lu sur la page Wikipédia en tout cas, mais j'avoue que j'ai pas recherché plus que ça. C'est ce que j'avais ouï dire. Et du coup, je me dis, bon, il a promis de revenir, bon, oui, d'accord, ok. Mais ça craint un peu, quoi. Et quelque part, tu vois, il revient, il est en colère, il détruit tout. Donc, bon. Selon Kirk, c'est la preuve que la sonde est bien de lui. Voilà. La voix annonce montrer des graines de je sais pas quoi. Bref, faut que le groupe les comprenne et les apprenne, et alors il montrera son vrai visage. J'ai rien compris à ce qu'il disait. Enfin bon, peut-être que j'étais fatigué, mais bon. Non, mais moi non plus, mais je pense que c'est juste censé être mystérieux et voilà quoi. Trop bizarre. Alors apparaît devant le groupe une pyramide façon Maya. Coupure pub. On a d'abord un soleil, une forêt, des fondations, et puis des tours, et un sourire, et une pyramide. Scène numéro 6.
À bord du vaisseau, Uhura s'impatiente. Elle aimerait enquêter sur la disparition de Kirk et des autres, mais Spock la reprend à l'ordre. Elle doit observer l'autre vaisseau. Il lui rappelle que la priorité numéro 1 reste de s'échapper du globe. Je trouve très drôle cet échange, parce que Uhura, elle a envie d'en découdre, elle a envie d'enquêter. Il y a 4 personnes qui sont en danger. Spock, il est là, non, mais attends, d'abord, faut réfléchir, pour pouvoir les aider, il faut d'abord casser, sortir de notre prison. Et c'est marrant parce qu'en fait, moi, l'espace d'un instant, je me suis dit, mais lequel des deux a tort lequel des deux a raison? Parce que il a raison, Spock. Quelque part, tu te dis, tu es prisonnier toi-même, donc pourquoi essayer d'aller, tu sais à peu près où est-ce qu'ils sont, enfin tu te doutes de où est-ce qu'ils sont, pourquoi vouloir les sortir de là alors que toi-même t'es prisonnier? Mais quelque part, Uhura aussi a raison, parce que qui dit que, imaginons ils sortent de là, l'autre vaisseau s'en va avec les prisonniers, tu vois, tu sais pas, mais bon, voilà. Il y a une chaîne de commande, donc on obéit. Ouais, et puis là, c'est pour remettre en scène un petit peu ce qui différencie les Vulcains et les humains. Et Uhura qui est plus dans le... comme les humains en général, L'action, comme souvent c'est le rôle de Kirk ou de Bones dans la plupart des épisodes de Star Trek, de TOS. Vraiment un côté un peu impulsif, faut y aller, faut sauver nos camarades. Et puis Spock qui est plus rationnel. Bon, d'abord on a un problème à régler, on verra après, on fait les priorités, quoi. Voilà, c'est le classique. Ok. Scène numéro 7. Dans Kukulkan, le groupe observe des obélisques ressemblant à celles de l'Égypte ancienne, mais emplis de symboles que j'aurais dit Maya. Mais en fait, mais voilà, t'as fait une capture d'écran. En fait, il n'y a pas que Sud-Américain, parce que bon, le bonhomme en bas à gauche, on dirait bien un Égyptien. Donc en fait, c'est parce que je me suis focalisé sur le serpent au milieu et j'avais pas vu le reste. Donc j'avais tort. Le groupe observe la ville en général et sont assez fascinés. Urzrese explique que Kukulkan a donné un calendrier précis aux Mayas qui devaient construire la ville en le suivant. Une fois la ville terminée, le dieu devait revenir, mais ne l'a pas fait. Kirk déduit que Kukulkan a visité plusieurs peuples sur Terre, mais que certains n'ont pas fini leur ville, et donc il n'est pas revenu. La ville elle-même est donc la clé de l'énigme. Il doit y avoir un appareil pour créer un signal dans le coin. Kirk décide alors de monter sur la pyramide pendant que les autres regardent les environs. Ils se rendent d'ailleurs compte qu'il y a 4 statues au pied de la pyramide. Elles sont rotatives. Kirk leur fait signe de les orienter vers le centre de la pyramide. Via le soleil, un rayon vient frapper la pyramide, une espèce de comment on appelle ça? De laser, ce qu'on trouve dans les églises. Ah non, ce que ça frappe. De vitrail. Une espèce de vitrail, merci, au plafond. Et ça marche! Il y a une espèce de jaillissement lumineux vers le ciel. Alors, vous noterez quand même que contrairement à la plupart des idées et des théories sur les anciens astronautes, ici, ce n'est pas Kukulkan ou son peuple, ou en tout cas des extraterrestres qui ont construit des villes. Il leur a donné les indications pour les construire, mais les villes ont bien été construites par les peuples natifs, locaux. Et ça, c'était Russell Bates le mentionne dans l'interview, c'était très important pour lui, ça. Il n'aimait pas du tout que dans la science-fiction, souvent, et pas que dans la science-fiction, du coup, puisqu'on l'en dit, il y a quelques personnes qui pensent vraiment que c'était le cas. Il n'aimait pas du tout qu'on retire au peuple de ces époques-là, que ça soit à la fois en Égypte ou en Amérique du Sud ou ailleurs, leurs accomplissements et l'accomplissement d'avoir construit ces monuments-là qui sont encore visibles aujourd'hui. C'est un truc qui lui plaisait pas, et donc c'était très important pour lui de faire cette distinction-là dans l'épisode. Oui, mais bon, on leur dit comment faire, quoi. Comment faire et quoi faire, donc bon.
On leur dit quoi faire. Et ce qui est intéressant, du coup, Oui, mais on leur dit quoi faire, on leur donne pas les outils pour. On leur explique quoi faire, mais tu sais, c'est pas, on leur a pas donné de la technologie avancée pour pouvoir l'accomplir, quoi. Ok. Tout à fait. Exactement, ouais, c'est comme ça que j'ai compris aussi ce qu'il voulait dire par là. Surtout que la tristesse, c'est que de nos jours, il y a beaucoup de monde qui pense de manière légitime que c'est des aliens qui ont construit les pyramides, quoi. Et on notera que c'est jamais sur des trucs construits par les Blancs. Oui, non, c'est parce vrai que nous, qu'on questionne absolument pas une cathédrale. Non, ça c'est tout est beau, quoi. tout est sourcé chez nous. Mon Dieu que c'est stupide. En tout cas. Wow. Et donc, il y a aussi un truc du coup qui est intéressant. Donc, en fait, la raison pour laquelle la ville est un mélange de plein de trucs, de plein de civilisations, c'est que du coup, il l'a dit, il a visité plusieurs endroits différents sur Terre en donnant les mêmes instructions. Et en fait, dans l'idée de l'épisode, ils n'ont pas retenu les mêmes choses. Chaque peuple a retenu différents trucs. Et ce qui explique pourquoi il y a des différences entre les villes construites par les peuples de ces époques-là. Et voilà. Bon, je trouve que ça tient pas trop tu debout l'aimes. parce que je pense que les pyramides mésoaméricaines n'ont pas du tout été construites à la même époque que les pyramides égyptiennes, par exemple. Mais bon, on va dire que ça passe. Ok. J'ai dit je crois, mais en vrai, je suis même pas sûr. Ça se trouve, je me trompe totalement. Kulkan, pour aller d'Amérique du Sud jusqu'en Égypte, il a mis plusieurs années, c'est tout. Il a fait, c'est un serpent. Hein. Il est allé en rampant. Voilà. Et puis à l'époque, enfin d'ailleurs, toujours aujourd'hui, c'est pas relié ces deux continents, donc ça prend du temps. Voilà. Autre chose ? Alors, scène numéro 8, la voix reprend « Vous avez réussi, un siècle plus tard, voyez mon vrai visage !» Et ben, il apparaît. Un serpent à plumes gigantesques se dresse devant le groupe. « Allez, tirez-moi dessus !» hurle-t-il. Non, dit Kirk. Oui, j'adore cette capture. On dirait ils sont tous défoncés. Je l'ai pris parce que j'ai vu les tronches qui tiraient. C'est pas possible. Alors, voilà, pour la description audio, on voit les 4 protagonistes en tout premier plan et de très très près Kirk qui est il a les yeux grands ouverts et il sourit. Tu vois, ce serait drôle. Genre, il fait « Oh, c'est génial !» Et derrière, par contre, tu as les 3 autres. Tu as Scotty en fond et Bones et Ours Dressé ensemble, côte à côte, qui ont l'air mais complètement stone. Ils ont des comment ça s'appelle, des paupières là sous les paupières, Des poches sous les yeux. des poches sous les yeux. Les paupières tombantes. Ils ont l'air quoi, tu sais, l'air de dire oh t'en as trop pris gros. Bref, c'est incroyable. Ouais, t'as la ref. Non mais c'est ce que attends, tu sais que j'ai regardé un peu le dessin pour voir. Moi, effectivement, il y a une poche sous les yeux et tout, mais il y a un autre truc bizarre. Et ça, c'est bizarre à l'envers. C'est-à-dire que la série animée nous a habitués à ne pas dessiner les yeux en entier. Et il manque souvent le trait du pourtour des yeux en haut et en bas. Et là, il y est. Et ça fait super bizarre, en fait. Mais c'est très particulier. Bon, pourquoi pas. Écoute. Ah, j'ai oublié de te demander, on sait qui c'est qui fait le doublage de Ours Dressé ? C'est James Doohan. Ah, il me semblait. Ça Sur le s'entend coup. quand même. Ouais, mais j'ai hésité parce que là, pour le coup, c'est pas comme Arax, hein, il se bouge pas juste le nez. Il travaille un peu. Bref. Donc. Ah oui, alors j'ai une anecdote là-dessus. Oui. Dans le studio d'enregistrement, Russell Bates, il était dans le comment on appelle ça, tu sais, derrière la vitre, quoi. Et en fait, James Doohan, au moment où il devait doubler les lignes de Walking Bear, il a posé la question, il dit: «Est-ce que quelqu'un connaît l'âge de Walking Bear?» Et donc Russell Bates a dit: «Il a 27 ans». Et du coup, James Doohan avait apparemment besoin de connaître l'âge pour jouer le personnage. Et du coup, alors je sais pas trop s'il était sérieux ou s'il plaisantait quand il dit ça,
Mais du coup, Russell Bates dit: «C'est quand même incroyable, James Doohan, il est capable de doubler précisément un homme de 27 ans». Bah, oui, quelque part, tu vois, 26 ans, c'est beaucoup plus juvénile, léger dans la voix. Donc: «Allez, tirez-moi dessus!» hurle Ku Klux Klan. Non», répond Kirk. «Et pourquoi? Vous êtes pourtant rempli de haine, vous m'avez déjà tiré dessus avec votre vaisseau». «Ah ben non, non, nous on a tiré parce que c'est vous qui avez tiré en premier. «Oui, mais moi je fais ce que je veux, je suis un dieu et puis vous m'avez oublié». «Ah ouais? Et comment ça se fait qu'on t'ait oublié si tu es un dieu, hein?» Alors là, je retrouve le Kirk qu'on aura dans le 5e film où il dit à Dieu: «Pourquoi tu as besoin d'un vaisseau spatial, connard?» Bref, c'en est trop et comme à son habitude, Kirk a énervé un dieu, Kukulkan, les téléporte à nouveau. Il est très beau, il est trop cool. En plus, ils lui ont fait vachement d'animation dans la bouche. Il bouge énormément la bouche et les yeux sont toujours en train de se rétracter, de s'agrandir, c'est vraiment, il est Ah, vraiment ils se sont défoncés sur l'animation, hein. Pourtant c'est pas leur fort, mais là, alors c'est aussi peut-être par contraste avec, ce à quoi on est habitué avec la série animée. Oui. Mais c'est vrai que pour le coup, là, il y a quelque chose, ouais, je suis d'accord. C'est pas un dick bait, bat, pas bait. Un dick bat. Je suis Ça fait désolé. un mélange bizarre là, mais C'est pas un dick snake non plus, quoi. Bref. Scène numéro 9. Le groupe apparaît dans une ménagerie. Ku Klux Klan explique qu'ici se trouvent toutes ces espèces. Le groupe est choqué de voir des êtres vivants en cage, alors que, rappelons-le, Prof a des souris transparentes dans une cage, hein, et des poissons rouges. Mais Ku Klux Klan leur dit: «Non, mais ça va, dans leurs esprits, ils sont dans leur environnement naturel, tout va bien». Kirk est pas mal agacé. Vous savez que personne, pas même vous, n'a le droit d'interférer dans la culture d'autrui. Cette fois, Ku Klux Klan s'énerve à nouveau et il se met à cracher. Il est le dernier représentant d'une espèce éteinte. Il a observé les humains grandir et s'autodétruire. Il les a sauvés en leur amenant la paix. Puis, il leur a dit de le rappeler si besoin. Et voyant qu'on ne le rappelait pas, il a envoyé la sonde. Et ça l'a énervé, car il n'a vu que des guerriers. Alors moi, je crois que sa sonde, elle est cassée. ouais, il y a un souci, ouais. Il y a un truc qui va pas. D'ailleurs, Ours Dressé lui dit: «Bah, pas du tout, frère. On vit que pour la paix, nous autres». Bon, ça devient assez pénible à transcrire. En gros, Kirk répond avec calme à ce que dit Ku Klux Klan, mais Ku Klux Klan s'énerve tout seul et considère toujours l'humanité comme une civilisation d'enfants. Alors il s'énerve une dernière fois et se met à les attaquer. Un mot sur, tous ces animaux incroyables? Ah, Enfin, c'est génial. Bah, on sait pas, il y a pas que des animaux parce que ça, clairement, c'est pas des enfin, je sais pas ce que c'est. on sait pas trop ce que c'est. C'est des formes de vie bizarres. Mais oui, ça, moi, quand je parlais au début sur mon appréciation de l'épisode où je disais qu'il y avait un gros budget dessin et animation sur l'épisode, enfin, j'ai pas dit ça comme ça, mais bref, c'était l'idée. Je pensais vraiment à ce genre de scène, enfin, et les scènes avant dans la ville aussi, qui est incroyable. Mais la ménagerie, je me régale à voir toutes ces bestioles bizarres qui ont toute leur petite animation à elles. Tu n'as aucune idée de ce que c'est, ni comment ça peut bien fonctionner, mais c'est super marrant, quoi. Ouais. C'est les 4, puis c'est les trucs, vraiment, comment dire? C'est un niveau d'étrangeté, je pense qu'on serait en droit de s'attendre d'une série qui se passe, dans l'espace, où il y a plein de planètes habitées avec qui ont des formes de vie, qui ont grandi dans des conditions complètement différentes de la Terre. Mais malheureusement, évidemment, les budgets font que dans les séries live action, c'est pas des choses qu'on voit. Mmh. Mais du coup, là, la série animée profite vraiment en termes de représentation d'espèces bizarres et incompréhensibles. C'est vraiment fun, quoi. Ouais, je trouve, très cool. Moi, je me demande ce truc violet là, ce que c'est à droite. Ah oui, bah, ça a l'air de faire un peu la sieste, je sais pas, ça a une espèce de Ah ben tous, ils font la sieste, hein, de toute non, façon. moi, ce qui m'intrigue le plus, c'est ce truc-là, Qui qui gonfle. gonfle et qui dégonfle.
Ouais, c'est un cornichon à Avec une cheveux. perruque. Petit C'est trop cornichon bizarre. avec une perruque. Ouais. Je sais Marrant. pas. Chapitre 10. Pas du tout. Scène numéro 10. Ah si, attends, pardon, Oui, j'ai oublié de dire pardon. un truc. Ah, c'est peut-être après. Est-ce qu'il parle du Capellen Powercat dans la Oui, scène ou alors pas? je ne l'ai pas retranscrit à ce moment-là et donc vas-y, parle-en parce Bah, que c'est après juste. quand il sort, je me retrouve embêté moi. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est important pour la suite. Quand il parle de ces créatures de sa ménagerie, donc il explique en gros, elles sont dans un environnement virtuel en fait. Clairement, elles sont en VR. Donc du coup, dans leur cage, elles sont immobiles, mais dans leur tête, c'est comme dans Matrix, quoi. Avant Matrix, elles bougent dans un environnement virtuel qui correspond à leur environnement naturel. Voilà. Et donc, il se vante en fait d'avoir pu capturer vivant un Capellan Powercat, donc un chat puissant capellien, je sais pas, ou un chat électrique capellien, je sais pas comment ils ont traduit en Un VF. Pokémon. Ouais, un peu, ouais, avant Pokémon. Alors que c'est un animal qui est réputé mortel et extrêmement dangereux et agressif, etc. Et qui peut générer un champ électrique de 1000 volts. Donc c'est une anguille chat. Alors voilà, il explique bien. Bon, je l'ai capturé. Il était bébé. Voilà, on sait pas. Et en gros, il a vu un bébé, il lui a mis un coup sec derrière la nuque. Coup de bol quoi. Donc Ah, le voilà. le Capellan Powercat. Bon, J'ai un dernier truc à dire là-dessus, pardon, je m'y reprends tout de suite. Cet animal est inspiré du chat de Wise. Oh, d'accord. Voilà. Alors, je pense qu'il c'est un peu pour la blague, mais il dit ça dans l'interview qu'il a dans le guide officiel, où il dit voilà, c'est comme mon chat, c'est-à-dire que il est c'est un petit démon, mais il est quand même, c'est quand même un chamallow à l'intérieur. Enfin, je sais plus comment il dit ça, mais c'est un truc dans cet esprit-là, voilà. Ok. Scène numéro 10. On dirait l'animal de compagnie de Spock, non? Oh, non, il est un peu plus fatou. Ok. Il est plus rond, plus gros. Moi, je Il trouve fait qu'on dirait plus un. ours. Pardon, Oui, l'animal de Spock, je veux dire. oui, je suis Hmm. Il d'accord fait avec très toi, ouais. félin. Non, moi, je trouve qu'il ressemble à un Tarklingon, mais en chat. Ouais, toujours les Klingons. Tu sais, c'est genre si tu remplaces le cochon par le chat comme point de base, je trouve que voilà, ça fait le même principe, mais Il a pas des incisives? ah oui, c'est vrai, ouais, il manque des défenses, ouais. Ouais, c'est un chat punk, quoi, avec des. On dirait Godzilla. Non, mais Ouais, voilà, c'est on un a chat tous fait Godzilla. notre confirmation, notre biais, quoi. Scène numéro 10 sur l'Enterprise. Spock a trouvé un moyen de sortir du globe en combinant vitesse de propulsion et rayon tracteur. Il va créer un genre d'effet de catapulte. Slingshot. Ça marche! Spock ordonne de revenir au vaisseau de Kukulkan. Parce qu'en fait, ils ont été transportés genre super beaucoup de milliers d'années plus loin, en quelques secondes. Et donc, il faut revenir vite Fissa pour sauver le groupe. Pas d'année, mais de Ouais, distance. à une vitesse super rapide. Ouais, je sais pas. J'aime bien un petit peu tout le truc de techno blabla autour de ce passage-là. En gros, ce qu'ils expliquent, c'est que quelle que soit la vitesse qu'ils prennent avec le vaisseau, la bulle dans laquelle ils sont enfermés, le champ d'énergie, exerce une force inverse proportionnelle. Et donc, en tirant sur la bulle avec le rayon tracteur, la bulle exerce une force inverse au rayon tracteur et donc tire le vaisseau. Et Et c'est donc, trop en cool. combinant ça avec la propulsion du vaisseau, ça leur permet de sortir. Et je trouve ça, j'aime bien le concept. C'est malin d'avoir imaginé ça comme ça, je trouve. Ouais, je trouve ça super cool. Scène numéro 11. Kukulkan se rend compte que Spock s'est enfui. Kirk et Prof en profitent pour libérer un animal de la ménagerie particulièrement dangereux afin de gagner du temps. C'est donc le fameux chat. Dans le chaos, Kukulkan ne voit pas l'Enterprise tirer et casser l'alimentation en énergie du vaisseau.
Tu as envie de nous parler de la tête de Kirk lorsqu'il tire sur le gros tuyau. Non, c'est juste que ça me fait marrer. Voilà, il est super vénère. Alors que Prof est tout à fait, déjà avec cette position-là, tu ne peux pas tirer quoi que ce soit. Il a une main en dessus, une main en C'est un dessous médecin. et ouais. Tu sais, I'm a doctor, not a puller. C'est ça. pas ta couleur. C'est- Ouais, c'est- écoute, c'est c'est Kirk qui fait 90% du boulot, là, c'est sûr. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Dieu, Non, pas ça, pas ça. Je me suis pas perdu Dieu. dans mes captures d'écran, pardon. C'est en bas à Ah, droite. c'est là qu'il faut cliquer. reviens, ouais. Le dieu C'est ne le sait Bloodwine qui me monte à la tête, je crois. Le dieu ne sait plus quoi faire. L'animal libéré par Kirk montre les crocs et s'apprête à bouffer Kukulkan. Mais Kirk se sacrifie en lui plantant une seringue de tranquillisant. Il est vexé. C'est vraiment un chat. Ouais. là, il est moins gros. Hein. Oui, c'est vrai. Il a l'air moins gros. Alors donc, en fait, l'idée, c'est que le chat faisait extrêmement peur à Kukulkan et allait le manger ou le tuer. Et Kirk et Bones et Prof se sont dit, on va court-circuiter le chat, si je peux me permettre, le chat électrique. Et comme ça va nous faire bien voir auprès de Kukulkan. Donc en gros, c'est comme si tu lui pointes un flingue dessus et puis tu le désarmes le flingue en disant, t'as vu, je t'ai sauvé la vie. Mais bon. Ça marche. Et l'Enterprise a tiré sur le vaisseau de Kukulkan entre-temps aussi, au Oui, passage. je l'ai dit. Histoire Il a de- cassé pardon. l'alimentation principale. Ah oui, pardon, ok. Ce ouais. qui fait C'est juste que- que j'ai loupé le passage avec la capture d'écran, mais ok. C'est pour ça que Kukulkan ne peut pas le remaîtriser. Notons que Kirk, donc attention, faut surtout pas le toucher cet animal parce qu'il te file 1000 volts dans la gueule et tu meurs instantanément. Kirk il se relève immédiatement. Voilà, tout va bien. Scène numéro 12, la situation étant réglée, Kirk demande à parler. Nous sommes bien plus intelligents que ces animaux. Vous nous considérez si inférieurs que vous? Ah ben non, mais vous êtes hyper violent quand même. Ah, ça on le sait, répond Prof. Mais on utilise notre cerveau justement pour réprimer cette violence et vivre en paix. Je voulais vous instruire, moi, vous aider. Mais vous l'avez fait, répond Kirk, il y a bien longtemps. Mais maintenant, on n'a plus besoin de vous. Ok, répond Kukulkan, et il s'en va. Voilà, il suffisait de dire ça. Scène numéro 13, sur l'Enterprise, Spock dit que c'était bien le dieu des Mayas. Kirk répond, et de bien d'autres civilisations. Mais ce n'était pas un dieu, juste un vieux solitaire qui voulait aider les autres. Prof demande si les Vulcains ont de telles légendes. Spock de répondre, non. Chez nous, ce sont des faits. Et oui, on a été visité par des extraterrestres. Et ils sont repartis bien plus sages que lorsqu'ils sont arrivés. Je trouve ça mais tellement pédant. Le primeur de Spock. Puis genre, il le dit Oui. sérieux. Et je pensais que ça allait être la blague de la fin, mais non. Encore une fois, il est à moitié humain, ce gars-là. Ouais, faut Ouais. pas oublier que oui, c'est vrai. Alors que le vaisseau part, Prof et Kirk pensent à la même phrase de Shakespeare, plus pointue qu'une dent de serpent et d'avoir un ingrat pour enfant. Fin de l'épisode. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire sur la réplique, justement? En fait, le problème, c'est que je pensais que Marguerite allait nous la dire et donc je ne l'ai pas noté. Mais il y a tout un changement, mais complet de dialogue, en disant, Prof, au lieu de parler de Shakespeare, se met à dire, vous savez ce qu'on dit, Kirk, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et Kirk répond, et vu cet enfer, je me demande à quoi ressemble le paradis des Vulcains. What? Mais il pensait que les Français connaissaient pas Shakespeare, je sais pas, c'est trop bizarre. Non, et puis même ça ne répond pas à ce qui vient d'être dit juste avant en fait. Bah ouais, ça colle à rien, ouais. Mais bon. Alors j'ai noté quand même, où est-ce que j'ai noté ça? J'ai essayé d'organiser mes notes, mais je me perds quand même dedans. Donc c'est une réplique qui est dans Le Roi Lear. Est-ce que tu as lu Le Roi Lear? Non, pas du tout. Je déconne. Non, mais c'est dans la scène 4 de l'acte 1. Mais Le Roi Lear, dans TNG, alors je serais incapable de dire dans quel épisode, il y a un épisode où Picard, dans le holodeck, rejoue une scène du Roi Lear.
Voilà. Bon, c'est pas, il y a 10 000 références à Shakespeare dans Star Trek, mais celle-là, elle est quand même vraiment, voilà. Et j'ai un petit truc à dire, mais que je vais dire qu'à moitié. Mmh. Donc le Capellan Power 4, il vient de Capella 4 et c'est Quoi? une planète, dont on reparlera au prochain épisode. Au dernier épisode. C'est dans Star Trek Insurrection que Picard distrait Data en récitant des lignes du Roi Lear. Ah non, mais ça c'est... Oui, non, c'est pas du tout la même chose que ce que tu viens de dire, pardon. Non. Désolé, Non, j'ai voulu je chercher. Oui, je pense qu'il doit y en avoir J'ai d'autres, voulu mais c'est vrai chercher, que ok. celle dans l'épisode de TNG auquel je pense, c'était vraiment dans ta face parce que clairement ils le disent en plus, ils disent: «Ah, je suis en train de faire le Roi Lear», enfin je sais plus comment c'est fait, mais il y a vraiment une scène dans le maman, holodeck regarde. où on le voit faire du Roi Lear, enfin c'est vraiment un truc, Ok. Ben, c'était tout à fait distrayant. C'était fun. C'était beau. C'était cool. C'est un très bon épisode, je trouve. Oui et ce que j'ai oublié de dire quand je parlais de mon appréciation de l'épisode, c'est que j'aime beaucoup tout ce qu'il y a derrière en fait, en termes de production et tout, l'histoire du scénariste, Oui, il devient meilleur avec l'histoire que américain, tu nous as racontée. Ouais. et tout ça quoi. Je trouve ça vachement intéressant. Ok. Ben, c'est un épisode qui a une valeur culturelle au sein de la science-fiction puis au sein de la télévision, honnêtement. Donc c'est bien qu'il reste honoré et que ce soit l'un des... Ben, je voudrais qu'il y ait plus d'épisodes de Star Trek d'honoré, mais c'est bien que ce soit celui-là en particulier qui soit inclus, quoi. Oui, c'est vrai que... voilà. Ok. Ben écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup à vous qui nous avez écoutés et ou regardés. On se retrouve très bientôt pour l'ultime épisode de la série animée Star Trek qui s'appellera The Counterclock Incident. Ça va encore parler de voyage dans le temps. Merci, je sais pas, Sean. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup Thierry. À bientôt. À bientôt. Croque-plat.